En avant. Alors, première question, on m'a demandé d'expliquer l'influence du stress sur la digestion. Alors, le stress sur la digestion, donc en gros, quand on est stressé, ça va perturber plein de mécanismes physiologiques, évidemment la digestion. Donc notamment, ça va par exemple ralentir la digestion, donc on va avoir plus de mal à bien digérer, on va avoir des maux de ventre, ballonnements, etc. Ensuite, on va avoir une augmentation de la production d'acide gastrique, pas très bon à long terme. Donc si on est dans un état de stress chronique, ça peut avoir de gros dégâts sur tout ce qui est estomac, tube digestif, etc. Et ensuite, la plus grosse perturbation, qui est étudiée vachement en ce moment justement par la communauté scientifique, c'est la perturbation du microbiote intestinal. Il se pourrait, j'emploie bien le conditionnel pour que les gens ne fassent pas d'amalgame, il se pourrait que le stress donc, influe le microbiote intestinal et que ça ait un impact sur les symptômes de dépression. Voilà, donc ça c'est en plein boom, les scientifiques adorent ça, ils sont en train d'étudier ça, donc c'est toujours à prendre avec des pincettes. Mais il semblerait que ça ait un impact sur des symptômes dépressifs, puisqu'on s'est rendu compte que dans l'intestin, on a des neurones. 200 millions, ouais. Vous avez l'équivalent du nombre de neurones d'un cerveau d'un chien dans le tube digestif. 200 millions. Et ça me permet de rebondir, parce que j'ai peur d'oublier, ça me permet de rebondir sur les gens. Quand je coach en coaching alimentaire, quand je leur change leurs habitudes alimentaires, il leur faut en général 1 ou 2 semaines pour se mettre dedans. Mais comprenez bien que qui dit neurone dit schéma neuronal, dit connexion synaptique, dit apprentissage. C'est-à-dire que les gens qui vont me dire, moi j'ai jamais pris de petit-déj, j'arrive pas. Alors c'est sûr que si le premier jour vous essayez, que vous n'y arrivez pas et que vous retentez pas, eh ben, considérez que c'est un cerveau. Cerveau, neurones, synapses, myéline, apprentissage. Donc c'est pour ça que les mauvaises habitudes sont des schémas neuronaux acquis. Les mauvaises habitudes alimentaires, c'est comme les mauvaises habitudes tout court. Vous allez avoir exactement la même chose sur les heures, vous allez avoir la même chose sur les quantités, vous allez avoir les mêmes choses sur les aliments. Donc là, c'est plus sur la partie microbiotique. Pour rebondir sur ce que Dr Sport nous dit, en fait, alors, l'espèce humaine a 1000 espèces de bactéries différentes dans le microbiote, mais on en a 160 en commun. C'est aussi un truc qui m'intéresse beaucoup pour vous expliquer que, en fait, nous sommes actuellement 2 devant la caméra, et si on analyse, on va se retrouver avec 160 bactéries communes, mais tout le reste, c'est différent. Donc, ça explique pourquoi il y a des gens qui vont boire de la vodka, ils vont être morts de rire. Il y a des gens qui boivent de la vodka, ils vont s'endormir. Il y a des gens qui boivent de la vodka, ils vont devenir ultra violents. Il y en a, ils vont avoir une libido incroyable. Il y en a, ça va devenir des pitres. Il y en a, ils vont d'un coup se mettre à jouer de la musique. C'est parce que notre microbiote n'étant pas fait de la même manière, nous n'allons pas avoir les mêmes manières de digérer. Ça ne va pas influencer pareil sur le reste de notre corps. Et en plus, tu l'as très bien dit, le microbiote et son action vont plus être modifiés par le niveau de fatigue et par le stress. Et tout ce qu'on va manger aussi. Donc, c'est très important de comprendre que le stress chronique peut vous tuer. Pour aller un petit peu plus loin, je vais parler de l'acide gastrique. Pour vous expliquer de manière plus facile pour vous, c'est la cause des ulcères. C'est-à-dire que vous faites trop d'acide, vous mangez un petit peu, je me souviens plus du nom là, du liquide visqueux qui tapisse la paroi de l'estomac, il va y avoir trop d'acidité, ça va percer, boum, ulcère, et là c'est pas bien, là c'est pas ouf. Et en général, les gens qui sont très stressés, un stress chronique sur le long terme, ils ont souvent des ulcères gastriques. Donc, Et derrière, on va vous donner des IPP, des cachetons qui vont faire baisser ça. Le problème, encore une fois, c'est le coup du pansement sur la jambe de bois. C'est-à-dire, je fais trop d'acide gastrique et je prends des cachetons, donc je ne m'arrête pas. Et donc, voilà, si de temps en temps, moi, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps, je suis vraiment pas du tout sujet à ça, mais vraiment pas du tout. Et ça m'est arrivé quand je prends l'avion. Je me suis rendu compte que quand je prends l'avion, tu sais, quand tu as des vols tôt le matin, donc tu dors mal, et tout ça, tu manges des sandwichs de merde, tu bois beaucoup de café. Tu es déshydraté du coup. Tu es déshydraté et là, je commence à avoir des graves brûlures. Mais encore une fois, si parce que vous voyagez 3 fois par an, vous vous sentez pas ouf, vous prenez un cacheton, c'est pas du tout pareil qu'avoir des ulcères chroniques. En prendre un tous les matins, comme si de rien n'était, là, ça va pas du tout. Donc c'est quelque chose à traiter, mais c'est une discussion très intéressante, à savoir que ce qui va vous faire diminuer ce stress chronique, c'est l'activation de votre système nerveux parasympathique. Donc c'est aussi dans le stress chronique, moi je le vois, c'est surtout pas forcément le stress chronique qui m'impacte, c'est le manque de sommeil. C'est-à-dire qu'il y a une augmentation du stress chronique, bien sûr. Mais comme j'ai pas la capacité par le sommeil, parce qu'à une période, il va être moins important en termes de temps, je vais pas avoir la bonne balance entre
l'activation de mon système nerveux sympathique et mon système nerveux parasympathique qui va me permettre de redescendre. Moi, c'est à ce moment-là, en général, que ça se manifeste. Surtout, voilà, parce que comme je disais, partir pour prendre un avion à 6 heures de Nice, on est obligé de partir à 3 heures du mat. Vous imaginez bien que quand on est habitué de s'endormir à minuit, on ne va pas d'un coup se coucher à 19 heures. Oui, c'est sûr. Donc, manque de sommeil, mauvaise récupération, l'acidité qui augmente. Mauvaise alimentation, mauvaise hygiène de vie, enfin tout ça mis ensemble, ça fait que ça peut perturber la digestion. Donc, si vous y êtes sujet, pensez aussi donc, à manager votre stress chronique, mais pourquoi pas aussi à augmenter votre sommeil. Il y a sûrement des questions à passer par là. Sommeil qui, pour moi, est très important, puisque une des dominantes que je vois, alors dans les membres de ma famille et dans ceux de mon collaborateur qui sont obèses, c'est un truc dont on ne parle pas, mais il y a des problèmes de sommeil qui sont gigantesques. L'un, il est gamer, donc à 30 ans, il mange des pizzas à 2h du matin et il joue à la console. Et la personne dans ma famille, c'est quelqu'un qui rentre régulièrement à 3h du matin pour se lever à 8 ou qui va se coucher à 4 pour se lever à 11. Le sommeil va aussi être un énorme problème et un énorme facteur aggravant de votre surpoids. Mais c'est un cercle vicieux aussi parce que moins on dort, plus on augmente les niveaux de stress et les niveaux de cortisol, adrénaline et tout ça. Et moins on va dormir et encore plus si on a une mauvaise hygiène de vie à côté, donc pas de sport, mauvaise alimentation, alcool, cigarettes, etc., ça va potentialiser tous ces effets. Donc on va encore moins dormir, être encore plus stressé, encore avoir des effets encore plus néfastes. Et on va jamais sortir de ça si on prend pas le diable par les cornes et de dire voilà, il faut maintenant que j'améliore mon hygiène de vie, que j'essaye de bien dormir, faire du sport, parce que faire du sport ça fatigue, donc c'est ça aussi qui va nous faire dormir le soir correctement. Moi je vois la différence, juste passer une journée devant l'ordinateur à rédiger ma thèse, si je vais pas m'entraîner le soir, je vais être sûre que je vais avoir du mal à m'endormir. Et c'est pour ça les gens qui restent beaucoup sur l'ordinateur, même si vous n'avez pas envie en fin de journée, forcez-vous à aller juste même au moins marcher 30 minutes. Déjà, ça fera une énorme différence sur votre santé. Vous allez oxygéner votre cerveau, du coup, vous serez encore plus efficace après derrière. Ça va vous faire du bien pour dormir, pour digérer, pour tous les processus physiologiques en fait. À partir du moment où vous ne bougez pas, vous devez comprendre que vous avez des fluides dans le corps qui sont le sang oxygéné. Donc la pompe, c'est le cœur. Le sang désoxygéné, la pompe, c'est les veines. Et vous avez la lymphe. Et le moteur de la lymphe, c'est la masse musculaire. Donc à partir du moment où vous restez assis toute la journée, et je peux le comprendre parce que certaines tâches de travail le nécessitent, vous avez quand même en fin de journée pas de lymphe qui a circulé. Donc que ça soit juste aller marcher, ou faire un petit entraînement, faire un petit peu de vélo, cette circulation de la lymphe va vraiment vous aider à avoir les bonnes sécrétions, les bonnes éliminations et clairement améliorer ce genre de choses. Donc le stress chronique, y a deux manières de voir comment on peut le calmer. Un, essayer d'avoir une vie moins stressante, ça aide. Et il y a aussi augmenter la balance de récup. Donc, encore une fois, augmenter l'activité physique à basse intensité, augmenter les moments où on prend soin de soi, comme le massage, le sommeil, les choses qui nous détendent. Et encore une fois, ne considérez pas que regarder un film sur Netflix, c'est de la récup et c'est de la détente. Ouais, couper les réseaux sociaux, couper les écrans, c'est ultra important pour faire diminuer les niveaux de stress aussi. Question suivante. Alors, comment éliminer les ions H+, et le phosphate inorganique pour récupérer plus vite? Alors là, il y a deux choses déjà. Donc effectivement, les ions H+, on va les éliminer, mais par contre, le phosphate inorganique, on en a besoin, puisque donc pour créer de l'énergie, on a une molécule dans notre corps qui s'appelle l'ATP, qui est composée de phosphate, qui est utilisée par la mitochondrie. La mitochondrie, c'est quelque chose qui est contenu dans notre cellule et c'est la centrale énergétique du corps humain. Sans mitochondrie, on ne pourrait pas vivre. Et donc là, dans cette question, on disait, est-ce qu'il faut éliminer en gros le phosphate? Bien sûr que non, puisque le phosphate, en fait, il va permettre de recréer de l'ATP, donc de recréer des molécules qui vont donner de l'énergie. Par contre, les ions H+, effectivement, c'est ce qui va, entre guillemets, acidifier grossièrement l'organisme. Et donc, on a plusieurs façons de l'éliminer. On a notamment les tampons chimiques dans le sang, comme les ions bicarbonate. Ensuite, on va l'éliminer par les poumons, juste le fait de respirer et donc d'augmenter sa fréquence respiratoire quand on fait un effort physique. Ça va permettre d'éliminer donc cette acidité. Et ensuite, on a l'excrétion rénale aussi qui permet donc une élimination des ions H+ par les reins et donc dans l'urine. Et en fait, à force de s'entraîner régulièrement et surtout sur des exercices de haute intensité, en fait, on va habituer notre corps à prendre en charge cette acidité, donc à l'éliminer, à la tamponner.
Et ensuite, plus on fait de l'exercice, plus on va produire ce qu'on appelle le stress oxydant, ce sur quoi je travaille. Et en fait, à force de s'entraîner de manière régulière, donc avoir un entraînement régulier et continu dans le temps, on va forcer aussi notre organisme à s'adapter et donc à augmenter nos défenses antioxydantes et notamment des enzymes qui sont constitutives de notre organisme. Et donc c'est pour ça que les gens qui disent bah non, je ne vais pas m'entraîner de manière régulière, tout ça, en fait si c'est ultra important, notamment de ce point de vue-là, parce qu'en plus on est dans une société où on a des façons de manger et de vivre qui sont ultra acides pour notre organisme. Et donc, c'est important d'avoir encore une fois cette hygiène de vie irréprochable pour pouvoir augmenter nos défenses antioxydantes. Et donc, c'est un peu ce qu'on disait en off tout à l'heure avant de commencer. Quand on s'expose, entre guillemets, à une petite dose de poison, et ben, en fait, on va forcer notre corps à s'adapter et donc, à la fin, ce sera beaucoup moins toxique pour l'organisme. Tout ce qu'on appelle stress oxydant, ça en fait partie. Encore une fois, nous on utilise une méthode qui s'appelle le Stress Inoculation Training, c'est peut-être une discussion qu'on aura plus tard. Le terme d'inoculation, c'est exactement ce que tu viens d'expliquer, c'est l'aspect je me soumets au poison régulièrement et en fait ce qui fait le poison, c'est pas le poison, c'est la dose. Donc nous on a une doctrine chez We Are Athletic où on fait en sorte de faire des entraînements anaérobie brutaux au moins une fois par semaine. Simplement pour entretenir cette capacité du corps à justement tamponner cette acidité, chose qu'on n'aura pas sur des séances de plus longue durée. Ça nous intéresse, nous, dans notre doctrine où on veut faire des citoyens capables d'eux, parce que dans une situation d'énorme stress, en fait, ce qui va se passer, c'est que votre amygdale va s'allumer et en fait, vous allez avoir des sécrétions hormonales monstrueuses et en fait, en quelques secondes, vous allez ressentir tous les symptômes d'une extraordinaire acidité. Et en fait, ça va jusqu'à le tremblement, la perte de motricité fine, l'effet tunnel. Même et plus pourquoi être capable de réfléchir. Voilà, la perte de capacité cognitive. On s'est aperçu, et c'est très très bien documenté, que quand on s'entraîne régulièrement de cette manière-là, on est capable statistiquement, et je répète, ça ne reste que des statistiques, de mieux gérer des situations de stress hors normes. Alors, j'entends les Jean-Michel Keyboard qui vont me dire « Oui, mais on ne sait jamais comment on va vraiment réagir dans une situation de stress. » Oui, c'est pour ça que je dis que c'est une augmentation des probabilités. Par contre, ce qui est sûr et certain, c'est que si vous ne vous entraînez jamais dans ces conditions-là, quand le stress ultra-violent va arriver, vous aurez beaucoup moins de chances d'avoir le bon réflexe, le bon geste ou la bonne attitude que quelqu'un qui s'est soumis à un stress beaucoup plus régulièrement. Par contre, ça nous permet de rester humble sur nos capacités et de ne pas vouloir se mettre dans ces situations de stress de manière volontaire, parce que quand bien même on serait surentraîné et parfaitement adapté, l'amygdale a cette capacité qu'on ne peut pas prédire nos réactions et qu'on ne peut même pas prédire d'avoir la bonne réaction à 100%. Donc, on réduit les risques en s'entraînant et en s'y préparant. C'est juste une augmentation de probabilité. Moi, j'aime bien dire dans mes coachings que, par exemple, j'ai beau snatcher 100 kilos régulièrement à la salle, les performances passées ne prévalent pas des performances futures. Ce qui compte, c'est pas ce que je suis capable de faire à la salle, c'est ce que je vais être capable de faire, je dis n'importe quoi, le dimanche 23 janvier 2025 pendant la compétition. Et si ce jour-là, je peux faire 105, 100 ou 95, ça ne servira à rien si je fais 90 de dire oui, non, mais à la salle, je suis capable de… Non, il faut être performant le jour J à l'instant T. Vous ne méritez pas d'être performant le jour J à l'instant T parce que vous vous êtes entraîné, ce qui vous permet de rester humble, concentré et vigilant au moment où les événements arrivent. Mais par contre, vous allez comprendre pourquoi je prends cette image. Par contre, c'est clair que si vous ne faites jamais de snatch, le dimanche 23 janvier, lors de la compétition, il y a juste zéro chance que vous arriviez à snatcher 100 kilos. Donc, je répète, s'entraîner à snatcher 100 kilos à la salle ne veut pas dire à 100% que je vais arriver à le faire en compète. Par contre, ne pas s'entraîner du tout, là au moins je suis absolument sûr de ne pas y arriver. Donc voyez l'entraînement en Stress Inoculation Training de cette manière-là. Ça me permet d'avoir un corps au quotidien qui est capable d'encaisser des gros stress et de s'adapter physiologiquement à cela. Bien sûr, ça ne veut pas dire que ça me protège, ce n'est pas un bouclier qui me protège de la contre-performance ou de la mauvaise réaction dans un moment de stress hors norme, mais clairement je serai
bien plus préparé, j'aurai un bien meilleur bagage face à quelqu'un qui, lui, par contre, ne sait pas du tout entraîner. Vous voyez donc votre entraînement comme une augmentation des probabilités de réussite et pas du tout comme un gage de réussite. D'ailleurs, très souvent, vous avez toujours, tu sais, le fameux mec dans la discussion qui dit « Ouais, mais bon, de toute façon, vu que demain on peut mourir d'une rupture d'anévrisme, à quoi ça sert de bien vivre sa vie ?» Oui, oui, clairement, l'entraînement, et ça c'est très important, l'entraînement correct, l'alimentation correcte, l'hygiène de vie correcte, ne veut pas dire que vous n'allez pas faire une rupture d'anévrisme à 57 ans ou que vous allez mourir d'un accident de voiture à 32. Par contre, ce qui est sûr et certain, c'est qu'avoir une vie one life, YOLO, on s'en bat les couilles, augmente de manière drastique de mourir jeune dans des conditions pas ouf. Mais clairement, on peut tuer la discussion comme ça. Oui, tu as raison, ce n'est pas un bouclier qui me protège. Mais comme moi, mon but, c'est pas de me prémunir de tout, c'est juste d'augmenter les statistiques de réussite, je m'entraîne quand même. Mais en général, ces gens-là, on peut pas trop discuter avec eux. C'est pas faux. Donc c'est pour ça qu'il faut dire « Ok, tu n'as pas tort. Oui, d'accord, tu as raison. Mais tu es juste moche. Oui, c'est ça. Et juste pour rebondir sur ce que tu disais sur l'entraînement au stress, c'est un peu ce qu'ils font à l'armée du coup, avec les stages commando. Ils mettent les militaires dans des situations de stress extrême, justement pour voir quelles vont être leurs réactions et pour se préparer au mieux à ce qu'ils peuvent retrouver sur le terrain. Bien évidemment que ça ne remplacera jamais la situation réelle, mais au moins ils s'entraînent et ils essayent d'apprivoiser un peu les réactions qu'ils peuvent avoir, éventuellement trouver des stratégies d'adaptation pour faire diminuer le niveau stress et rester lucide sur les stress qu'on va leur infliger. Dans nos formations de secourisme, on a une partie le dimanche après-midi qui est dédiée justement qu'à des mises en situation avec un énorme stress ressenti. Comprenez bien qu'on ne peut pas imiter le stress psychologique ressenti par la situation. On peut mettre du faux sang, des prothèses, des faux membres. Les gens sauront que c'est une simulation, donc moi, j'y vois pas trop d'intérêt. Par contre, ce qu'on peut imiter dans le Stress Inoculation Training, c'est le stress physiologique ressenti. Ouais. Donc, on les parasite pendant 2 minutes, on les éclate complètement en termes cardio-lactiques. Derrière, pendant la mise en situation, on va leur mettre du bruit, des gens qui leur parlent, plein de facteurs hyper enquiquinants et déstabilisants sur le plan cognitif. Et juste pour les gens qui nous regardent, je pense que sur un domaine comme le secourisme, les formations PSC1, SST qui ne sont données que hors cadre du stress, le nom de formation en secourisme n'est pas correct. Ce sont des formations en bobologie. Moi, l'ayant déjà vécu à mon humble niveau, arriver sur place avec quelqu'un qui est en arrêt cardio-respiratoire et inconscient et qui ne respire plus, ça ne se passe pas comme au SST. C'est-à-dire, vous n'arrivez pas en disant « Alors, vous m'entendez? Serrez-moi la main. Pouvez-vous, voilà, est-ce que vous m'entendez? Serrez-moi. » Ah, il répond pas. Donc là… Alors, qu'est-ce que je fais? Ah oui, donc là, je tente une RCP. D'accord. Non, en fait, vous allez arriver, et je vous explique, le fameux appel, en fait, vos mains font ça. Votre téléphone, il ne reconnaît même pas votre tête tellement vous êtes blafard et déformé de stress. Vous ne vous souvenez plus de votre code et vous ne savez même plus quel numéro il faut appeler. Donc j'invite tous les formateurs en secourisme de France qui n'auraient pas encore cette manière de voir les choses, intégrer dans leur formation de secourisme du stress, puisqu'en fait les gens vont apprendre un contenu dans vos formations, mais le jour J, ils vont être tellement stressés et tellement pas habitués aux manifestations physiologiques du stress qu'en fait les gens vont se retrouver complètement paralysés, non pas forcément par la situation, mais parce que leurs réactions physiologiques sont totalement inconnues, ce qui va participer déjà au mal-être de la personne, à la découverte sur le moment de ce système de contournement de l'amygdale, et ça ne va pas, encore une fois, augmenter les probabilités de réussite, surtout dans un contexte où la réponse doit être chronométrée. C'est-à-dire que si vous attendez trop longtemps le temps que ça revienne… Si c'est en situation réelle, ça ne participe pas à rassurer la victime. Si ça ne va pas aider non plus. Ça va pas aider non plus. Donc voilà, donc, pour nous, ce que je vous expliquais, là je vous parle de ce qu'on fait en secourisme, mais on le fait aussi sur CIFTAC, le camp A, et les entraînements une fois par semaine au sein de la salle WattHQ. C'est le Watt du jour. Mais essayez de prendre ça en compte dans vos entraînements. Je pense que ça peut être une super plus-value pour nos concitoyens. Enfin, la part de nos concitoyens qui a encore le cerveau connecté. Surtout si on sait qu'on est ultra sensible à ce stress qui nous paralyse. Au final, pour la petite anecdote, moi j'étais maître nageur sauveteur. Et un jour, j'étais avec un collègue, on intervient sur une fracture de cheville, quelqu'un qui s'était cassé la figure sur le bord du bassin. Mon collègue était complètement paralysé. Il a posé le sac
Il était là, bah, je sais pas quoi faire. Et moi, je dis, mais attends, mais Ah, il a bugué tout le complet. sac. Et j'ai dû lui dire, à chaque fois que j'étais avec la victime, à lui parler, à la rassurer, tout ça. Et en même temps, je devais dire à mon collègue ce qu'il devait faire Ah, bugué parce qu'il complet. était complète. Alors que c'était en soi pas grave, une Et, fracture de et- cheville, et c'est pas vous grave. avez des formations sur le sujet. Et voilà, on En a été plus. formés, PSE1, machin, secours aquatique et tout, mais pas en situation de stress, encore une fois. Et je pense que c'était quelqu'un qui était très sensible au stress, mais paralysant. Et du coup, il a été incapable. Il a dit, à la fin, il m'a dit, bah, heureusement que tu as été là, parce que sinon. C'est une cata. Moi, j'ai vécu la même chose quand j'étais videur sur une plage privée. On a eu un mec qui a traversé avec un Dax. Il y a une BM qui a pilé. Et en fait, il a traversé l'arrière de la BM avec son corps. Et il est retombé. Et en fait, je cherchais mes videurs à la porte. Je les voyais pas. Donc, je commence à dire, ah, attends, qu'est-ce qu'ils font et tout. Et en fait, je sors la tête. Donc là, je vois un bouchon gigantesque. Et il était comme ça devant le mec. Donc, il y avait une fracture où le gars avait la jambe à l'envers. Ouais, d'accord. D'accord. Ouais. Pas comme il faut. Ouais. Le corps pas tourné dans le bon sens. D'accord. Hein. Et en fait, Film c'était d'horreur, comme ça. Ouais, Blanc, ouais. buggé complet. Ouais, c'est ça, le Et cerveau donc, est disjoncte en fait. j'ai dû le prendre, lui dire vas-y, retourne à l'intérieur. Et c'est moi qui ai fait donc la circulation, l'appel aux pompiers, les premiers secours, bref. Donc clairement, c'est des gens. En plus, je l'avais embauché parce qu'il est balèze, chargé comme une mule, comme l'ensemble de mon équipe à l'époque que j'avais recruté vraiment que pour leur physique. C'était des gens d'ailleurs, ils étaient capables de me soulever des voitures quand elles gênaient sur le parking. Donc, c'est pour vous dire la dose de masse musculaire que les gonzes avaient. Mais clairement, et c'est pas de leur faute, hein, encore une fois, c'est pas une critique. Mais quand on l'a jamais vécu ou qu'on s'est jamais entraîné dans des conditions de stress, je ne sais toujours pas si c'est l'image de la personne et du sang qui l'a fait bugger ou si c'est de voir les réactions physiologiques de son corps, où en fait, quand on l'a jamais vécu, en fait, on se sent même pas capable d'agir parce que on se dit ok, je peux plus serrer mes doigts, j'y vois plus rien, mon cœur il vient d'éclater ma poitrine et j'ai mes narines, elles sont comme ça. Qu'est-ce qui m'arrive? Voilà, et ça nous fait perdre confiance en notre capacité à intervenir, alors qu'en réalité, quand on a réussi à l'appréhender, eh ben oui, on se transforme. C'est les super pouvoirs. De notre système nerveux. En vrai, dans ces conditions-là, on est capable de plus grande résistance à la douleur, de plus grande résistance à la déformation, de plus de vitesse, de plus de force, de plus de précision. Donc c'est un vrai super pouvoir, mais quand on n'a pas appris à l'appréhender, eh bien ça devient un vrai problème. C'est ça, parce qu'on pourra toujours s'entraîner à apprivoiser ses réactions physiologiques. Par contre, c'est vrai qu'on ne pourra pas vraiment s'entraîner à avoir une situation où le mec il a la jambe complètement à l'envers, où il a l'abdomen ouvert. On pourra pas. Vous saurez que c'est faux et on ne va pas éviscérer des gens juste pour vous entraîner. Hein, mais par contre, votre réponse physiologique, comme vous la connaîtrez, vous serez plus à même de réagir après, derrière. Augmentation de probabilité.